J'ai croisé plein de grands champions. Lui, c'était une catastrophe mentalement. Il a failli arrêter le tennis à 17 ans tellement il était fou furieux sur le terrain. Faire une erreur 2 fois, c'est une erreur, mais la 3e fois, ça devient un choix. Pour moi, les grands champions, ils acceptent de perdre. Ils pètent la raquette, mais ils acceptent. Bienvenue dans Route, le podcast qui identifie les racines du succès. Ici, on ne se contente pas de raconter des success stories, on explore ce qui les rend possibles, mais aussi fragiles. Les réussites qui rendent fiers, le scaling qui challenge, mais aussi ce moment flou où t'as coché toutes les cases, mais t'as plus de cap. Le doute qui a précédé ou qui revient, même quand t'as réussi. Parce que le business, c'est des hauts et beaucoup de creux entre les pics. Chaque semaine, une voix forte, un entrepreneur, un auteur, un dirigeant vient avec un vrai sujet et ensemble, on creuse, on reformule, on déverrouille. Avec la méthode Solvéo, on tire le fil, on passe de la confusion à l'alignement et parfois, on touche quelque chose d'universel. Je suis Nicolas, mentor Solvéo et partenaire de Darwinix. Et moi, c'est Pedro, CEO de Solvéo. Bienvenue dans Route, le podcast qui démystifie le succès. Plus que de l'inspiration, de l'oxygène. Stéphane Matteux, tu as connu 2 vies, 2 disciplines que tu as montées au plus haut niveau de l'état de l'art. La première, raquette à la main, t'a mené jusqu'au top 300 mondial de tennis. Puis, il y a presque 20 ans déjà, tu es devenu, à notre connaissance, le premier coach mental de l'histoire du poker. D'abord avec Elki, considéré par beaucoup à l'époque comme le meilleur joueur de tournoi du monde. Alors, est-ce que tu es devenu son coach parce qu'il était le meilleur ou est-ce qu'il est devenu le meilleur parce que tu étais son coach ? Pour paraphraser un grand sage de notre époque, la question elle est vite répondue. Puis, tu deviens un coach emblématique de la team Winamax. Une des équipes les plus performantes du circuit pro de poker avec au total des dizaines de millions de dollars gagnés sur les tables de jeu et un nombre de titres majeurs impressionnant. Mais tu n'es pas qu'un homme de chiffres ou de palmarès, tu es celui qui a introduit dans le poker une approche holistique, préparation mentale, hygiène de vie, cohésion d'équipe. Tu as fait du mental un levier de performance et de la cohésion un vrai atout stratégique. Depuis copié par tous, mais rarement égalé. Aujourd'hui, à 52 ans, qui l'eût cru, tu sors un livre, tu partages avec nous les racines de cette philosophie, les défis d'un sport où l'individuel règne et les clés pour rester centré dans un univers qui monte à la tête. Alors, outre la marque de ta crème anti-âge, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre plusieurs choses. Qu'est-ce que ça coûte de se mettre au service des autres ? Et j'en parle puisque j'étais membre du team Winamax, donc je vois à peu près ce que tu as fait pour nous. Comment appliquer cette soif de performance pour soi-même ? Et puis, quand on est arrivé et qu'on a le meilleur job de l'industrie, comment on fait pour se refixer des objectifs et rester motivé ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode. Bienvenue dans Route. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Alors, si tu n'es pas familier avec le système de cette émission, tu as droit à un joker. Ok. On n'est pas là pour vraiment que tu nous racontes ta life. On l'a fait, là, ça y est, c'est fini, on en parle moins. On va essayer, au contraire, de comprendre qu'est-ce qui fait un parcours hors norme. C'est ça le but de l'émission. Et donc, des fois, on va essayer de te pousser dans tes retranchements. On va voir si on y arrive. Okay. Ce que toi, tu fais sur les sportifs de haut niveau et les joueurs de poker. Tu as droit donc à un joker. Ok. Mais t'en as qu'un. Ok. Et du coup, si je veux pas répondre, je vous donne le joker. Exactement. Très bien. Allez. Alors, on peut commencer par des balles faciles. Ouais. T'as connu 2 carrières, le tennis pro puis le coaching d'élite dans le poker, comme on l'a dit. Pour toi, qu'est-ce que ce serait ta fierté là-dedans ? S'il y a un truc à retenir, comment tu définirais ça ? Par rapport à mon parcours ? Qu'est-ce qui te rend fier ? Wow. C'est une belle question bien vaste pour démarrer. Oui. Je pense que ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est à ce stade, bon, c'est un chemin, hein, je pense que c'est pas fini, mais je pense que c'est d'avoir été depuis le début cohérent avec mes valeurs, avec les choses qui m'animent et notamment j'ai une très forte pulsion de liberté, d'accomplissement et de curiosité et finalement d'avoir eu la chance de vivre les carrières comme j'avais envie de le faire, alors avec des résultats plus ou moins satisfaisant. Hein. Au tennis, j'étais pas particulièrement satisfait de ma carrière a posteriori. Mais au moins j'ai essayé d'aller au bout de ce que je pouvais faire là. Et puis après j'ai eu la chance de créer ce métier que je fais maintenant depuis 15 ans en fait il s'est passé plein de circonstances, de rencontres, de choses un peu improbables dans mon parcours. Et ouais, je pense que ce qui me rend fier, c'est d'avoir pu vivre tout ça à fond, en étant aligné avec mes valeurs finalement.
Et puis en progressant aussi, parce que je me rends compte que finalement les choses que j'ai apprises de ma carrière de tennis, j'ai essayé de tirer les enseignements et puis de faire les corrections où je pouvais dans ma carrière ensuite de manager et de coach. Et voilà, je dirais que je sais pas si ça répond à la question, mais c'est ça qui me rend assez fier, ouais. Ouais, on va explorer ces valeurs juste après. Je pense pour ceux qui nous écoutent et qui voient à peu près ce que c'est que le tennis, et peut-être coach mental de poker ou coach sportif de poker, là, ils voient peut-être un peu moins. Ouais. Ça consiste en quoi? Alors ça consiste à finalement c'est très similaire à faire du coaching avec des athlètes sportifs de haut niveau, hein, comme des joueurs de tennis ou de golf. Voilà, on parle évidemment d'une discipline individualiste. Hein. Les joueurs ils jouent pour eux-mêmes. Ils essayent de construire leur carrière. C'est pour le coup ça se rapproche, je trouve, très fortement d'une auto-entreprise, hein, d'être joueur de poker professionnel. On s'entoure de gens, on fixe des objectifs, on mesure les résultats et puis on essaie de faire fonctionner tout ça ensemble. Voilà. Alors moi, j'interviens en tant que, je suis avant tout manager de l'équipe de Winamax, donc il y a tout un côté back-office, business, qui est finalement la majorité quand même de mon boulot. Donc on a des contrats, de la compta, de la coordination, du planning, de la logistique, voilà, tout un tas de choses qui se passent devant un ordi avec beaucoup d'emails et puis de conversations et des réunions. Et puis il y a un côté effectivement aussi de coaching, donc qui a aussi évolué à travers le temps, hein. Quand j'ai commencé, c'était pas hier, hein, c'était en 2008. Donc quand j'ai démarré, effectivement, c'était un milieu, le poker, où il y avait tout à faire, où en fait il commençait à y avoir beaucoup d'enjeux, de l'argent, de la médiatisation, mais où il n'y avait pas de structure. C'était pas du tout une discipline qui était mature en termes de professionnalisation, comme ça pouvait l'être déjà dans le tennis, voilà, ou dans d'autres sports, hein. C'est vrai que le poker, moi, quand j'ai découvert ça, c'était un peu la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'était que, en comparant ça au monde d'où je venais, qui était le tennis, il y avait rien qui était en place, quoi, ni dans la manière de se préparer, de l'hygiène de vie, des trucs qui étaient simples pour un athlète, un ancien athlète, qui étaient évidents. C'était pas forcément acquis chez les joueurs de poker à l'époque. Donc, j'ai le souvenir de l'électrochoc quand t'es arrivé au Winamax et qu'on a commencé à ouvrir des grands yeux sur le fait qu'il fallait faire plus de sport le matin pour être endurant à minuit à la fin du tournoi. Voilà, par exemple. Et les stages avec une nutritionniste pour nous expliquer les pics de glucose. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent des pics de glucose, donc je suis content d'avoir entendu parler il y a plus longtemps. Ouais, exactement. Ça nous a beaucoup aidé, ouais. Exactement. Et donc, voilà, l'idée, c'était ça. C'était donc comme il y avait tout à faire quelque part, c'était beaucoup de boulot. Et en même temps, c'était génial parce qu'on avait, j'avais un peu la voie libre pour essayer de transposer ce que je connaissais moi du sport vers le poker. Évidemment, il y a des spécificités, on peut pas faire un copier-coller parfait sur tout, mais l'idée c'était ça, c'était d'une part manager. Moi, mon but, pour le définir le plus simplement possible, c'était de me mettre à disposition des joueurs pour faire en sorte que la seule chose qu'ils aient besoin de penser ou sur laquelle ils aient besoin de se concentrer, c'était de jouer au poker. Et puis moi, mon but, c'était de gérer tout le reste, les à côté, la logistique, les trucs admin qui peuvent être un peu relous, etc. Et en plus de ça, j'intervenais aussi donc sur le côté préparation au début physique. Et puis ça s'est petit à petit, peut-être pas assez vite, mais petit à petit, ça a aussi évolué vers préparation et coaching mental également. Ouais. Donc, tu n'avais aucun besoin de connaissances techniques pour faire ton métier dans le poker. Tu jouais déjà un peu ou... Non, moi j'ai découvert le poker par hasard complètement, donc en 2005, en rencontrant par le biais du tennis Gus Hansen, qui était déjà à l'époque une superstar du poker, qui est aujourd'hui dans le team Winamax. Ça, c'est la belle histoire du truc. Je l'ai recruté 20 ans plus tard dans le team. Mais du coup, ouais, j'ai découvert ce jeu-là. Je connaissais rien aux règles à l'époque. J'ai découvert le poker en assistant pour la première fois de ma vie à la plus grosse partie de cash game du monde, qui était au Bellagio, hein, qui était dans la Bobby's Room, où Gus jouait donc avec Doll Brunson et compagnie. Moi, je connaissais personne. Et puis j'ai découvert cette discipline. Je comprenais rien. J'ai dû Gus petit à petit, parce que j'ai quand même été assez vite fasciné par ça, quoi, par ce qui se passait, par les enjeux notamment émotionnels, les enjeux de mental, tout ce qui pouvait se passer par rapport à l'argent, aux décisions, à la gestion de cette discipline. Et puis quand au bout de quelques mois, Gus m'a fait découvrir le poker de tournoi.
là, ça a été vraiment encore un autre déclic. C'était là, j'ai commencé vraiment à me dire qu'il y avait beaucoup de parallèles avec le monde que je connaissais. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait, en tout cas moi, à identifier beaucoup de similitudes. Et c'est là que j'ai commencé à un petit peu avoir cette vision de me dire, mais voilà, ce jeu-là, ça va. Je pensais, ça a été avéré, bon, ça aurait pu ne pas être le cas, mais je pensais que ça allait devenir plus gros encore, que ça allait faire un petit peu, ça allait devenir gros à travers le monde. Ça a été le cas. Et je me suis dit, si ce truc-là décolle et devient gros, à un moment, ça va forcément se structurer, se professionnaliser. Il va y avoir de la recherche de performance. Il va y avoir besoin de managers, de coachs, d'encadrement, etc. Ouais. Et donc voilà. Et puis après, j'ai eu cette chance d'être le premier en fait à me lancer là-dedans, quoi. Ce qui était frappant, et je fais souvent le parallèle quand on mentore des dirigeants, surtout dans les marchés qui sont nouveaux et naissants. Les dirigeants disent c'est pas normal, c'est trop facile. Et du coup, ça doit être une anomalie et donc la concurrence va arriver. Et je pense que quand tu arrives au poker en 2008, on est en train de refermer cette anomalie où le poker en ligne a que 4-5 ans. Et en fait, c'est trop facile. Ouais. Enfin, c'est pas... Alors évidemment, tout le monde ne gagnait pas, hein, sinon ça ne marchait pas. C'est une pyramide avec win-lose, mais en y mettant les efforts et en ayant la tête pour ça et les bonnes conditions, les très bons, en quelques mois d'apprentissage, se mettaient à gagner des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros par mois. Ouais. C'est pas logique en termes d'opportunités, donc effectivement plein de gens s'y sont mis. Ouais. Et là c'est darwinien et c'est devenu plus dur. Et donc arrive la course à l'armement. C'est quoi les prochaines étapes de performance pour rester au-dessus du niveau? Ouais, absolument. Et je me souviens qu'on pensait comme ça à l'époque. Qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que tout le monde va, ce qu'on sait faire c'est bien, mais ça va arriver. Et du coup juste une question parce que t'as dit un truc qui est un petit peu fou et je voudrais appuyer là-dessus. T'as dit j'ai fait un job qui n'existait pas et j'ai décidé de faire un job qui n'existait pas. Donc comment on décide de faire un job qui n'existait pas? Est-ce que c'est planifié ou est-ce que c'est opportunité? Et comment on s'organise pour le fabriquer du coup? Ouais, c'est clair. Ouais, alors bon. Il y a tout un tas de trucs. En fait, comme Gus m'a fait découvrir ce monde-là, on est devenus très potes. On a passé beaucoup de temps ensemble. On avait la trentaine tous les deux. On jouait au tennis beaucoup. On était en forme. On vivait à Vegas et tout. C'était la belle vie. C'était cool. Lui m'a proposé à la fin de l'année 2005. J'avais repris les études après le tennis. Je finissais mon MBA en finance. Et lui m'a proposé à ce moment-là de devenir son manager. Donc l'idée initiale, en fait, elle est venue de Gus, la petite graine. Et il m'a dit, alors, on n'était pas vraiment forcément sur du management à l'époque, mais on s'entendait super bien. Et puis Gus m'a dit, mais est-ce que ça t'intéresserait pas de voyager avec moi? On pourrait aller sur les tournois ensemble, on pourrait faire du fitness, tu pourrais m'accompagner un peu. C'est vrai qu'on commençait déjà à parler un peu quand même de mental et puis de choses comme ça, mais c'était de manière plutôt informelle. Et donc lui m'a proposé ça fin 2005. Maintenant, moi, en même temps, je finissais mon MBA et j'avais une opportunité pour bosser dans l'immobilier que j'ai prise finalement à Vegas pour le Cosmopolitan, là, qui est un énorme hôtel là-bas. J'ai choisi à ce moment-là la voie de la sécurité et je suis parti donc parce que c'était la fin de mes études, j'avais un visa d'1 an, j'avais le droit de travailler, etc. J'ai pris cette voie un peu plus safe, même si le projet était quand même très beau. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis en 2007, il y a eu le début de la crise des subprimes, en 2008, pardon. Enfin là, c'était déjà commencé. Et puis d'un coup, l'immobilier s'est arrêté complètement. Bon, pas que l'immobilier d'ailleurs. Mais du coup, moi, je me suis retrouvé dans un job où ça carburait pendant des mois et des mois. Et d'un coup, il n'y avait plus rien. Et comme je suis quand même pas de nature à me contenter de quelque chose où il se passe rien, ça a été vite pesant en fait au bout de 1 ou 2 mois à attendre, à pas savoir ce qui allait se passer, est-ce que le projet allait être racheté, etc., etc. Donc j'ai décidé d'arrêter l'immobilier. Je suis reparti très brièvement dans le tennis. J'étais directeur d'un club de tennis pendant quelques mois, mais bon, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire. Et puis là, il y a eu la rencontre avec Elki, qui a été donc c'est là qu'il y a vraiment aussi un concours de circonstances qui se fait parce que à l'époque, j'habitais avec Fabrice Soulier, qui est que tu connais bien, que vous connaissez bien tous les deux, qui était aussi un champion français de poker, qui était devenu un très bon pote. Il y avait une des premières émissions de télé-réalité autour du poker qui se tourne à Vegas en 2008, qui s'appelait la Energy Poker Stars, je sais plus quoi. Ouais, où donc voilà, c'était une émission qui l'a créé, voilà, exactement. Qui était sur ta chaîne, l'ancêtre de la Maison du Bluff. En fait, c'était la toute première édition. Et puis il y avait 2 jurés dans cette émission qui étaient 2 jurés champions de poker, qui étaient Elki, donc Bertrand Gropelier, et Fabrice Soulier. Et comme moi j'habitais avec Fab et qu'on était super potes et tout, il m'avait dit à l'époque ça serait marrant qu'on fasse un petit clin d'œil comme à la Starac et que tu viennes comme coach sportif de l'émission. Donc du genre, tu vois, j'ai fait 2-3 interventions dans l'émission où j'arrivais, je réveillais les candidats à 6h du mat pour aller leur faire un footing et tout, voilà, truc bien marrant.
C'est comme ça que j'ai rencontré Elki, le courant est bien passé, on a discuté un petit peu, il s'est passé quelques mois, ça c'était au mois de mars 2008, et puis quelques mois plus tard, Elki revient pour faire les World Series, et là il me rappelle, et puis il me dit, j'ai des gros paris de sport, est-ce que tu pourrais me coacher? Il y connaissait rien, il n'était pas du tout sportif à l'époque, et voilà, et donc en fait ça a commencé comme ça. J'ai commencé à le coacher sportivement pour des paris qu'il a pas atteint tellement c'était ambitieux. Mais bon, et voilà, on s'est rapproché un petit peu comme ça. J'ai rencontré Jacques qui était un peu son mentor à l'époque et qui s'occupait un petit peu de ses affaires et de son business. Et puis Jacques m'a dit moi je pense que Bertrand il aurait vraiment besoin d'une structure d'encadrement, de management et tout ça à ce stade de sa carrière. Et puis là, il y a la petite lumière qui s'est allumée, tu vois. Moi, je me suis dit, et donc là, on a commencé à parler. Je lui ai dit, tiens, c'est intéressant parce que moi, j'ai failli faire ça il y a 2 ans avec Gus. Ça a été un long processus de décision. J'en parle d'ailleurs dans mon bouquin. Mais voilà. Et donc là, on a commencé à parler de mon parcours un petit peu, de ce que j'avais, que j'avais fait des études de business, que j'avais cette expérience d'ancien athlète professionnel, et puis de ma vision du poker, parce que ça faisait quand même 2 années que j'étais quand même proche de ce monde-là, à travers Gus, j'avais sympathisé avec pas mal de joueurs. Et puis voilà, et puis tout s'est un petit peu mis ensemble, tu vois, et effectivement, là où c'était fabuleux pour moi, c'est que ce job-là, c'était en fait un espèce de méga mix de mes compétences et des choses que j'aimais faire, en fait. Tu vois, il y avait un côté business, un côté coaching, accompagnement, un côté performance, l'adrénaline de ça, le côté pionnier, le truc. Et puis, en fait, il y avait, c'était la recette parfaite pour moi, en fait. Donc oui, il y a le fameux Ikigai, si tu vois cette méthode qui consiste. Ouais, on est sur l'Ikigai, exact. Complètement. Je connaissais pas le concept de l'Ikigai à l'époque, mais rétrospectivement, on était en plein dedans. Avec ce côté-là, cette vocation entre guillemets que je m'étais trouvé, qui est un peu par hasard aussi finalement de coacher, d'accompagner, parce que ça, c'était pas non plus un truc dont j'étais conscient au début. Mais voilà, c'est vrai qu'à un moment, c'est un peu, il y avait tout qui était là. Et puis, il fallait prendre la décision. Fallait faire le saut, quand même en avant. Ouais. C'est ça que j'ai fait. T'avais beaucoup à perdre à l'époque? Tu disais, alors justement, j'avais moins à perdre avec les subprimes. J'étais de toute façon à un point en mode baluchon. Ouais. Non, j'avais à perdre. En fait, ce qui était compliqué, c'est que bon, quand ça existe pas, quand c'est quelque chose que personne n'a jamais fait avant, par définition, c'est ça aujourd'hui, ça crée beaucoup d'anxiété. Quand il y a de l'incertitude par rapport au futur, par défaut, on va avoir de l'anxiété. Donc j'avais un peu cette peur. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe et si ça marche pas et comment ça va se passer, etc., Sachant que là, on prédit que 50% des jobs en col blanc des 2 prochaines années n'existent pas encore pour certains. Donc c'est ça. La décision que tu as à prendre, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont la prendre maintenant. Ouais, c'est ça. Qui vont avoir à la prendre dans les prochains mois. C'est clair que par rapport à aujourd'hui, ça s'est encore accéléré, ce truc-là de job. Il y a des jobs qui sont aujourd'hui, je crois, les plus désirés, qui n'existaient même pas il y a 5 ans ou 8 ans. Et en l'occurrence, là, je sais pas si je pensais tellement comme ça. Je pensais plus dans la lignée. Mais là, en fait, c'est tout ce qui me plaît, en fait. Ce job-là, si je fais ça, c'est tout ce qui me plaît. Il y a du voyage, il va y avoir de l'aventure, je vais jamais avoir 2 jours qui vont être identiques, et il va se passer des trucs, il y a de la compète et tout. Et donc voilà, ce que j'avais à perdre, c'était que j'habitais à Vegas depuis 8 ans à l'époque, que j'avais quand même, c'était une grosse partie de ma vie qui était là, j'avais des amis, j'avais quasiment de la famille, j'avais toute cette expérience que j'avais accumulée par ailleurs. Et mais en même temps, il y avait aussi ce contexte qui faisait que c'était un bon moment pour le faire. Je veux dire, j'avais 33 ans, j'étais en pleine forme. Et puis le seul truc que j'ai dû résoudre, et ça aussi j'en parle dans mon bouquin, c'était justement cette peur de l'inconnu, de me dire mais comment est-ce que ça va marcher ? Et puis jusqu'au jour où une amie m'a posé la question simple de coaching, elle me dit mais en fait t'as peur de quoi ? Et sans le faire exprès, je pense que c'était vraiment... Et puis en fait, c'est vrai qu'en réfléchissant, et je me suis finalement... c'est presque de l'auto-coaching, parce que je me suis dit, en fait, j'ai peur de quoi ? Au pire, ça se passe pas bien. On avait un deal, c'était 1 an, en fait. On partait pour 1 an, on allait voir ce qui se passait. Je me dis, dans tous les cas, je vais apprendre une tonne de choses. Il va se passer plein de choses. Je veux dire, j'ai fait des études, j'ai un background, je connais des gens, j'ai du réseau. Bon, voilà, dans le pire des cas, dans 1 an, j'arrêterai et puis je passerai à autre chose et puis ça ira, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en mentoring, effectivement, on utilise pas mal cette question. Et moi, je sais que je me posais souvent la question dans ce sens-là, ce qui a pas l'air d'être optimiste. Des fois, on parle de visualiser la victoire, etc. Et ça, c'est très bien, mais tout le monde veut les trucs qu'il veut. Et se dire, c'est quoi le cas le pire et est-ce que j'assume si jamais c'est l'échec le plus total. Ouais. Si j'ai envie de quelque chose et qu'au pire, c'est pas trop grave,
la décision devient facile. Complètement. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose que j'utilise énormément en coaching, hein, vraiment cette démarche d'amener la personne à vraiment verbaliser complètement sa peur et son anxiété. C'est-à-dire, et aller vraiment dans le pire du pire du pire des scénarios. Parce que souvent, la personne se rend compte au bout du compte que finalement, la vie va continuer. Et du coup, ça permet de déconstruire cette anxiété. Et puis, ça permet justement de prendre des décisions avec beaucoup plus d'envie et puis d'allant et d'énergie, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui... c'est pas que ça marche, ça aide à déconstruire l'anxiété. C'est assez rare quand j'ai accompagné des gens que au bout du compte, la réponse soit différente de ah ben non, mais en fait, ça ira quand même, en fait. Même si ça se passe pas exactement comme je l'espère. On a tous plein d'exemples de choses qui paraissaient être des mauvaises nouvelles à l'époque, mais qui avec le recul sont waouh, incroyables en fait. Et sur le moment, c'est très dur à vivre, mais en réalité, on arrive à se projeter, à se dire ah tiens en fait, c'était une très bonne nouvelle à ce moment-là. Ouais, c'est clair, mais c'est rétrospectivement, c'est aussi parce qu'on essaye, on a besoin de se rassurer, on a besoin d'avoir une espèce de certitude, qu'on sait comment va se dérouler l'avenir, le futur. Je veux dire, le futur, on sait pas ce qu'il y a dans le futur. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on a là tout de suite comme info, comme moyen, et puis la décision qu'on va prendre, et puis les comportements et les actions qu'on va faire, quoi, qu'on va mettre en place. Comme au poker, en fait, finalement. Exactement comme au poker, en fait. Je veux dire, la vie, c'est un jeu d'informations incomplètes, et on a tout un ensemble de données, des choses. On sait des choses par rapport à nous qui peuvent évoluer aussi. On apprend nous-mêmes aussi tout le temps. Et puis voilà. Et puis l'idée, c'est à chaque instant. Je vais essayer de prendre la meilleure décision possible avec les infos que j'ai à ma disposition là maintenant. Voilà, en essayant de maximiser les chances d'aboutir là où je veux aboutir dans le futur. Mais c'est évidemment sans aucune garantie, quoi. Et alors avec le recul, ça ressemble à un succès fulgurant puisque tu as très vite rejoint donc l'équipe montante à l'époque, on va dire, qui s'est avérée continuer à monter jusqu'à devenir aujourd'hui progressivement plus qu'incontournable, plus que numéro 1. C'est le Real Madrid, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça veut dire ça en tant que fan du PSG. Non, c'est PSG maintenant. Maintenant, c'est PSG. Voilà. Voilà, si on regarde en titre et tout, il y a une époque où peut-être il y avait des concurrents, mais là, c'est vraiment l'équipe progressivement hégémonique. Est-ce que ça t'a apporté tout ce que tu voulais que ça t'apporte, puisque c'était Ikigai, ou est-ce qu'au final, la réalité diffère toujours? Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand t'as été vraiment dedans? Alors, si je me mets dans l'espace-temps, là, aujourd'hui, ça m'a apporté infiniment plus que ce que je pensais que ça allait m'apporter. Infiniment plus. Ça, c'est la réponse aujourd'hui avec, tu vois, 2008, donc 17 ans de recul, c'est ça? Ouais, je lui en calcule. 17 ans de recul, 15 avec le Team Winamax. Donc, ouais, infiniment plus parce qu'il s'est passé un nombre de trucs que j'avais même pas imaginé possible, qui sont incroyables, quoi, qui sont et en même temps, le déroulement, si je regarde maintenant, tu vois, si je découpais que je revenais dans le temps, une année après l'autre, ou les mois les uns après les autres, alors là, il y avait des moments qui ont été très durs, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments où j'ai dû sortir les rames, un truc de fou, il y a eu des moments où j'étais plus trop sûr que justement j'arrivais à m'épanouir là-dedans, où il y a eu plein de remises en question tout au fil du temps, mais finalement c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je me dis ça m'a apporté infiniment plus, parce que les difficultés comme les succès, d'ailleurs plus les difficultés je pense, ça aide à se construire, ça aide à progresser, ça aide à avancer, et puis voilà, c'est des apprentissages qu'on utilise après le reste de nos vies, quoi. Et quand tu dis des choses incroyables que ça t'a apporté, que tu n'aurais jamais imaginé, t'as des exemples à nous donner, ou même des échecs ou des doutes incroyables que tu t'attendais pas? Ouais, alors disons, parce qu'en fait ce que je trouve génial dans ce chemin, c'est l'évolution même de mon boulot finalement au sein. Alors je fais le même boulot, c'est-à-dire j'ai le même titre, je suis manager du Team Winamax depuis 15 ans. Mais ce boulot-là, il a vachement évolué en fait. Au début, c'était très il fallait que je sois très très proche des joueurs, parce qu'il y avait tout un tas de choses à faire passer, des messages, des valeurs, une façon de fonctionner, une hygiène de vie, une préparation, tout ça, c'était des concepts qui étaient complètement nouveaux. Et pour pouvoir faire passer ça, ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, des fois même d'être un peu serré, voilà, d'être derrière les joueurs, voilà, pour le temps de faire passer. Il y a eu aussi toute la période d'abord où il fallait que je gagne la confiance des joueurs aussi, qui était pas
pas, c'était. Je peux donner le contexte, tu veux, Ouais, on peut dénoncer, hein, c'est juste qu'il fallait venir chercher au fond des boîtes de nuit. Voilà, ça a pu arriver. Ça a pu arriver. Donc, clairement, les choses qui étaient un peu faciles et le lien entre enfin, je pense pas qu'on était idiot, mais il faut se réaliser l'écart qu'il y a entre, en fait, je gagne rapidement grâce à mon intellect et je me sens jamais fatigué parce que j'ai 23 ans, en fait, il va falloir faire 12 heures par jour pendant 6 jours et les autres, ils sont tous reposés, ils ont fait du sport le matin, ils ont bien mangé et commencer à réaliser que ces petits moments de crash qui peuvent arriver, même s'ils sont rares, coûtent énormément. Et voilà, et donc ça nécessite ou pas d'être d'accord avec changer radicalement sa fonction de fonctionnement. Ouais, alors exactement. Et du coup, l'autre truc aussi, c'était que moi, mon but, c'était pas d'imposer ça. C'était la vision que j'avais. C'était quelque chose qui avait en tout cas marché avec Elki. J'étais pas non plus sûr que c'était la recette absolue. Hein. Je veux dire, d'abord, je crois pas qu'il y ait de recette absolue. Là, au moins, ça me permettait de revérifier maintenant avec 14 joueurs plutôt que 1 si ce truc-là était valide par rapport au poker. Et puis l'autre truc qui était évident aussi, c'est que les joueurs que vous étiez à l'époque, vous étiez jeunes. Vous gagnez beaucoup d'argent à l'époque tous, avec des efforts modérés, parce que vous étiez, c'était donc, comme on en parlait, hein, un peu, c'est la courbe de professionnalisation. Au début, c'est les joueurs qui sont qui ont plus de disposition, qui sont plus doués, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme. Ouais, puis le titre avait été pris, on avait plus de Neymar et de Verratti, voilà. Voilà, donc vous, c'était facile, vous gagnez de l'argent, et effectivement, quand on vous met sur le dos un manager qui vient vous dire, bon bah voilà, maintenant faut commencer à se préparer, vous dites, mais pourquoi est-ce que je ferais ça, en fait? Je gagne très bien ma vie, je suis peinard, je fais ce que je veux dans mon coin. Pourquoi? C'est quoi donc effectivement, ça prend du temps, finalement, d'arriver à faire prendre conscience aux joueurs, parce qu'encore une fois, moi, mon but, c'était pas du tout de l'imposer. De toute façon, je crois pas que ça marche, d'imposer ce truc-là. C'était plutôt d'accompagner les joueurs vers cette prise de conscience que, bah oui, jusqu'à maintenant, ça a marché comme ça, en étant un peu tranquille et tout ça, parce que tu as des capacités supérieures aux autres et que tu comprends mieux le truc et que tu peux les exploiter. Mais la question, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est mais qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, dans 4 ans? Et voilà. Et donc ça a pris beaucoup d'énergie au début de faire comprendre ça, ouais. On bossait beaucoup, mais on bossait l'intellect. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des tonnes de discussions de main, d'analyse, de dissection, des stats. Ouais. Donc, c'était pas non plus une équipe de branlos. Non, c'était déjà une équipe de haute performance. Ouais. Il y avait quasiment aucune compréhension sur les 3/4 d'entre nous, et j'en fais partie, de l'impact qu'avait un bon état physique et mental et de ce que ça implique, en fait. Et c'est vrai que petit à petit, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est vrai que quand on est bien dans son corps, on se rend compte quand on est fatigué. Alors que quand on est tout le temps, parce que le poker aussi amène à démarrer à midi et à finir à 2h du matin, et à finir à 2h du matin et manger un bout à 2h du matin, on allait se coucher dans un restaurant avec du gras. Enfin, ça implique en fait de jamais être vraiment bien, sauf si tu fais un effort conscient pour casser cette opportunité qu'offre le monde du poker. Et comme en plus vous n'étiez pas entraîné, préparé comme ça, c'est très difficile de l'identifier. Quand on n'est pas vraiment connecté à son corps, parce que c'est pas une habitude justement de faire du sport et tout ça, on s'en rend moins bien compte. Du coup, on a l'impression d'être tout le temps en train de jouer son A-game. C'était le truc que j'entendais tout le temps. Je sais pas si c'est vrai dans tous les sports, mais en tout cas, j'en suis sûr qu'au poker, c'est vrai. Passer moins de temps à la technique, au micro pourcentage d'edge gagné sur la texture d'un flop, des 3 barrels en fonction de la fréquence de machin, ça rapporte beaucoup moins d'argent que être bien dans sa tête. Parce que au poker, ton pire ennemi, c'est clairement toi-même. Ta capacité à pas tilter, ta capacité à être en forme, ta capacité à prendre des décisions plus rapides. Ça vaut beaucoup plus qu'au bout d'un moment, quand t'as atteint un certain niveau technique, les derniers pourcents servent à rien par rapport à te maîtriser toi-même. Ouais, complètement. Et j'imagine que dans les autres sports, c'est aussi vrai, mais... Ouais, je pense que ce que tu dis, c'est vrai dans l'absolu j'ai envie de dire, j'imagine pour la plupart des gens, mais en tout cas, quand on est dans une discipline comme ça de haute performance avec des enjeux, du stress, de la pression et tout, je pense que pour moi, c'est vraiment le prérequis, c'est d'être déjà bien dans sa tête, bien dans son corps, au clair avec ce qu'on veut faire. Et ça part de là. Je veux dire, que ce soit pour étudier, pour jouer, pour performer, pour tout. Donc, mais c'est effectivement une vue beaucoup plus macro que de juste dire, voilà, est-ce que je dois miser une demi-blinde ou un quart de blinde dans ce spot, même si, encore une fois, j'enlève rien à l'intérêt de ce travail-là, mais voilà, c'est une vision plus large. Ouais. Je peux illustrer pour les gens qui n'ont pas vécu ça, mais deux choses. Déjà, effectivement, avoir la motivation pour se lever le matin et travailler dur. Moi, en l'occurrence, quand tu es arrivé dans l'équipe, ça faisait déjà 5 ans que j'étais joueur pro. Et du coup, j'ai fait 5 années encore derrière.
Et donc continuer à se dire j'ai envie d'être excellent et non pas se reposer sur ses lauriers et donc aller faire les efforts fatigants de relire des mains, d'analyser des stats. Il y a des trucs qui sont marrants à faire dans toute discipline et d'autres qui sont des corvées. Et donc si on veut être excellent, il faut se prendre une partie de sa corvée. Et donc la motivation, c'est ça, c'est réaliser quand on a arrêté de bosser un petit peu. Pour quelles raisons on a arrêté de bosser? Est-ce qu'on n'est pas en train de se voiler la face? Est-ce qu'on n'est pas en train de céder face à l'adversité? Est-ce qu'on est prêt à faire les efforts? Si les autres en face les font, alors pourquoi on serait meilleur qu'eux si nous on les fait pas, quoi? Et la deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que là, on parle donc de sport, de regard extérieur, hein, avec un coach. Les coachs se font eux-mêmes coacher régulièrement, et donc c'est juste un état d'esprit. Le coaching, c'est pas il y en a un qui sait plus que l'autre forcément. Et ben aujourd'hui, on le retrouve chez les entrepreneurs et chez les dirigeants. Il y a de plus en plus de dirigeants qui se font coacher, et on voit c'est même une mode des dirigeants qui font du sport. On capte que le cerveau, l'irrigation du cerveau, c'est le sport. Enfin voilà, je pense que ce truc qui était peut-être quand on se remet en 2008. Ça commençait à apparaître, mais c'était pas si clair en réalité. Moi, en tout cas, je sais que je ne savais pas que le sport faisait mieux réfléchir. Et ça, je trouvais que c'était un beau déclic. Et le mental, on n'en parle même pas au poker, il y a quasiment que du mental. Mais je crois qu'il y a aussi la honte dans notre culture de se faire accompagner, de pas être un self-made man. Dès que tu te fais aider par quelqu'un, ou un psy, ou un coach, c'est dur à déconstruire, hein, ça a la peau dure, hein, ce truc-là. Alors que c'est tellement logique. Je connais aucun gagnant de Grand Chelem qui a pas un coach mental, ça n'existe pas. C'est clair. Pourquoi est-ce que pour nous, pour les entrepreneurs, c'est aussi tabou? Je sais pas. Alors c'est tabou, en vrai, c'est pour le coup ce que tu dis, c'est semi-vrai, hein, parce que même dans le sport, ça a été très très long à se démocratiser, hein, le coaching, la préparation mentale. C'était moi quand je jouais au tennis, donc j'ai arrêté de jouer en 99. C'était presque un sujet tabou, hein. On parlait pas de préparation mentale parce que comme tu dis, il y a vraiment ce cliché de pensée collective que si on a besoin de quelqu'un pour nous aider sur notre mental ou dans notre psychologie, c'est qu'on est fou. Et donc il y avait à l'époque, c'était on disait mais moi j'aimerais bien travailler avec un coach mental et c'était mais non, tout va très bien, t'es pas fou, t'as pas besoin de ça. Et c'était on voulait même pas en entendre parler. Donc il y a vraiment cette connotation qui est négative de ça, qui a pas aidé, hein, qui a pas aidé finalement parce que il y a par défaut beaucoup de gens tant qu'ils n'ont pas vraiment réfléchi à fond cette question, ils ont l'impression qu'ils peuvent y arriver seuls. Et après, je te rejoins complètement. Moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que quel que soit le niveau d'accomplissement qu'on veut atteindre dans la performance, on a besoin de gens autour de soi, on a besoin de s'entourer. C'est un travail d'équipe, quoi qu'il arrive. Mais donc voilà, cette mauvaise connotation des psys, du coaching, elle a eu la peau très très dure. Et puis l'autre truc aussi, c'est qu'il y a eu quand même, un peu comme dans toutes les disciplines nouvelles qui sont un peu des Eldorado, il faut dire la vérité, c'est qu'il y a quand même pas mal de charlots qui se sont mis sur le marché, qui se sont décrétés coach ou psy de la performance ou quoi, et qui qui étaient pas compétents en fait, et qui pour le coup on fait beaucoup de dégâts parce que quelqu'un, je veux dire, si vous vous intéressez à ça, vous voyez à quel point ça demande de la précision, ça demande de l'écoute et ça demande d'être de comprendre ce qui se passe. Mais alors quelqu'un qui le fait pas bien, ça, pour le coup, peut vraiment créer des dommages importants, hein, chez les personnes qui coachent, parce que on peut orienter la personne, je veux dire, on peut vraiment bousculer d'une manière très négative une personne si on fait pas les choses correctement. Donc je pense que les deux combinés, ça a pas donné une super image de manière générale au coaching, ou à l'accompagnement comme ça. Ouais, c'est intéressant. Moi, je me souviens de mes premières séances de coaching mental. Tu avais nous amené à rencontrer Pierre Gauthier. Bien sûr, ouais. Et c'était assez fou. Et il avait trouvé un bon exemple pour expliquer la mauvaise compréhension. La mauvaise compréhension, donc lui aussi coachait au tennis, coachait Grosjean et d'autres à différentes époques. Et il disait à l'époque, c'était si tu ratais tes coups droits sous la pression pendant les balles de match, fallait juste refaire des coups droits jusqu'à ce que tu vomissais à l'entraînement. Donc ça, c'était pas du coaching mental, c'était essayer d'ignorer le mental et d'être tellement bon qu'il n'y a pas de mental. Ouais. Et jusqu'à ce qu'on comprenne que c'était autre chose et que le coup droit, t'allais toujours le rater quand il y avait de la pression, tant que t'avais pas résolu le côté mental. Ouais, voilà, exactement. en fait, si t'avais peur de gagner ou voilà, et donc depuis, enfin après, moi j'ai eu du coaching avec toi, avec Pierre, avec Denis Troche aussi, qui nous fera peut-être l'honneur de venir ici. Excellent. Qui dans des approches différentes et intéressantes, et à chaque fois on se rend compte que en fait c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pourquoi je me bats et qu'est-ce que je suis prêt à perdre, qu'est-ce que je vais faire dans la difficulté, comment je vais réagir si je gagne. C'est beaucoup plus macro et méta, bien sûr, que réussir un coup droit. Et évidemment.
Et ça fait, pour le PSG, j'ai trouvé ça très intéressant de voir cette année et au fur et à mesure des 2 dernières années qu'ils n'avaient pas de problème à continuer à bien jouer quand ça allait mal, ce qui était le bas qui blessait pendant 10 ans. Et je suis certain qu'on va découvrir les histoires de coaching mental derrière. Et moi, je pense que les bons messages, je pense que Enrique, il a une approche fabuleuse, quoi. Enfin, j'ai regardé un petit peu, je me suis pas intéressé dans le détail, mais je pense que lui, il a créé un truc vraiment top, quoi, en termes de justement vers quoi il a amené ses joueurs, vers cette motivation, ses valeurs, je sais autour de quoi il les a regroupés, et c'est très très puissant. Mais oui, effectivement, ce que tu dis. Alors déjà, évidemment, je salue Pierre, hein, qui est un ami depuis très longtemps et puis qui est un grand professionnel de coaching, qui est pour moi en tout cas la méthode qu'il a développée là, qui s'appelle la méthode Accéder, c'est moi le meilleur outil que j'ai vu pour de la pure préparation mentale. Et puis voilà, ouais, effectivement, ça a été son constat. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on on est de la même génération, on se connaît depuis qu'on a 14 ans avec Pierre, et on a eu un peu des parcours similaires. On était tous les deux des espoirs du tennis chez les juniors, on a eu tous les deux des carrières moyennes. Bon, lui, il a dû arrêter à cause de blessures, etc. Et on s'est tous les deux tournés vers ça. Alors lui, il s'est spécialisé vraiment sur le coaching mental, beaucoup plus que moi, et depuis plus longtemps. Mais quand on s'est recroisés, en fait, c'était quand je commençais justement avec le team Winamax, on a échangé, et puis nos perspectives, on était tellement alignés sur ces raisonnements-là, justement, sur se dire, mais en fait, le mental, c'est tellement important par rapport à quand on est déjà à très haut niveau. La différence, c'est pas des problèmes techniques. Je veux dire, un match entre Djokovic et Federer, il se gagne pas parce qu'il y a un mec qui a une défaillance technique sur le point important. C'est juste parce qu'il y en a un qui est capable d'oser un peu plus, de prendre le... Voilà, et ça se passe dans la tête, quoi. Bah là, donc, sur le mental, on a dû te régaler sur la finale de Roland. Ouais. Ah bah, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Du coup, tu as accompagné donc des joueurs dans leur pic, dans leur creux, tu as un peu tout vu. Est-ce qu'il y a des frustrations? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas pu faire jusqu'à maintenant qui restent des objectifs? Ou est-ce que tu as fait ce que tu avais à faire dans le... Non, je pense que c'est pas que ça continue, quoi. En fait, je pense aujourd'hui, j'ai pas de... Je découvre aussi plein de choses, en fait. C'est, comme je te disais, mon boulot, il évolue aussi avec le temps. Il est passé de quelque chose qui était très admin au début, très structuration. C'était presque une mise en place de process, comme on monte une boîte. C'est ce qu'on se disait un petit peu tout à l'heure. Donc il y avait tout ça qui se jouait, et puis avec le temps, avec la professionnalisation, les joueurs qui arrivent maintenant dans l'équipe, c'est déjà des pros, c'est des types qui savent pourquoi ils font ça. On n'a plus la problématique qu'on pouvait avoir quand je suis arrivé en 2010 où je débarquais, puis tu avais des joueurs qui gagnaient de l'argent facilement et qui avaient pas envie enfin voilà, qu'il a fallu, où ça a pris du temps de les convaincre qu'ils avaient besoin de se préparer. Aujourd'hui, les joueurs qui rentrent dans le team Winamax, ils sont déjà pros, ils savent bosser, ils ont déjà leur hygiène de vie, etc. Donc, toute cette énergie-là que ça m'a pris au début, elle est redevenue disponible. Et aujourd'hui, ce que je te disais, c'est que là, depuis 1 an, j'ai jamais autant coaché, justement, et ce qui, moi, c'est la partie qui m'anime le plus, les joueurs du team. C'est-à-dire que là, pour le coup, comme j'ai plus de temps, évidemment, il y a toujours le back-office et tout ça, mais bon, ça, c'est pareil, je l'ai automatisé, j'ai essayé de l'optimiser le plus possible. Et du coup, ça dégage du temps pour vraiment faire des séances de coaching et accompagner. Et non, du coup, c'est super riche pour moi, quoi. C'est épanouissant. Je continue de kiffer ça, ouais. On a un petit rituel ici qui est de te proposer, pour finir cette partie un peu passée, nous raconter une anecdote vraie et une anecdote fausse. Et on a ici donc un émérite joueur de poker. On va voir si toi aussi tu peux t'asseoir à la table et réussir ton bluff. Tu vas nous dire 2 anecdotes, une qui est vraie, une qui est fausse, dans l'ordre que tu veux. Ok. Et laisser quelques secondes à Pedro pour analyser ton regard et tes tels. D'accord. Chaque. Mais pas forcément du team Winamax. Une anecdote qui me concerne moi. Celle que tu veux. Tout ce que tu veux. Je vais faire le coup du verre d'eau là, pour passer le bluff. Donc une vraie, une fausse. Je te conseille de dire la fausse en premier, mais c'est un conseil. La fausse en premier, tu penses c'est mieux? Conseil. Ok. Alors attends que je réfléchisse à la fausse. Pour l'instant, il est à 75% de réussite. Je te préviens, pas de pression. Ah oui, c'est ça. T'as détecté le bluff 3 fois sur 4. Ouais. Pas mal. Alors, du coup, il faut que je te donne des détails ou je te fais un statement? Ouais, voilà, moi je te demanderai des détails peut-être. Ok, d'accord. Donc, j'ai battu Novak Djokovic au tennis. Excellent. J'espère qu'elle est vraie. Moi aussi. Ça fait rêver. Et j'ai écrit une chanson pour Jean-Jacques Goldman. Oh, oh. Ah ouais, il y a du niveau là quand même.
Oh, c'est beau, il y en a au moins une des deux qui est vraie. Parole, mélodie, c'est quoi que t'as écrit? La chanson, j'ai fait les paroles et je l'ai enregistrée aussi. Il a battu Djokovic au tennis, c'est fort. Franchement, je m'y attendais pas. Bravo. La première est vraie. La deuxième est vraie. Tu l'as bien eu. J'ai pas battu Djokovic. Mais j'en parle dans mon livre, j'ai battu Federer quand il avait 16 ans. Mais c'est pour ça que c'est pas mal, ça marche bien, tu vois, si tu changes juste le nom. Ouais. J'ai pensé pendant longtemps. Federer quand il avait quel âge? Quand il avait 16 ans, ouais. 16 ans. Quand c'était un de ses tout premiers circulés. Bah, moi, j'ai 8 de plus que lui, donc j'avais 24, Ouais, t'as tapé sur les petits dans la c'est cour. clair. Ouais, non, bon, Et je il l'ai est battu fier. en double. Non, mais du coup, c'est quelque chose dont je parle dans mon livre parce que justement sur la gestion du mental et la gestion des émotions. Et j'ai pris cette anecdote-là parce que lui, c'était une catastrophe mentalement. À ce moment-là. C'était un truc. partait pas de- Et il a failli arrêter le tennis à 17 ans tellement il était fou furieux sur le terrain. Ah Et ouais. du coup, c'est pour ça que je parle de ça. Mais c'est pour ça que j'aime bien changer le nom. Elle est pas mal. Et comment tu t'es retrouvé à écrire une chanson, là? Oh là, Goldman, là, ça prendrait un autre podcast entier, quoi. Mais je suis grand fan de Goldman depuis toujours. Je fais de la musique. Moi, je joue de la guitare depuis que je suis tout gamin. Je savais pas. Et je chante aussi un peu. Et puis, c'est une très longue histoire, mais j'en suis venu il y a quelques années à lui écrire une lettre pour le remercier de de l'impact de sa musique sur ma vie. Mais bon, comme j'imagine, peut-être quelques millions de personnes l'ont fait. Ouais. Et il m'a répondu. Et puis du coup, là, il y a quelques années, on touche un peu plus au domaine du perso, mais quand mon histoire a commencé avec ma compagne, elle aussi est grande fan de Goldman, et elle aussi, il lui avait répondu à une lettre. Et du coup, on a fini par lui envoyer une chanson. Incroyable. Et voilà, ça c'est pour la... Et elle est restée dans un tiroir, cette chanson? Elle est sortie, Non, mais c'est en fait, on a pris, on a pris la musique d'une chanson qui existait. De Et lui. on a réécrit le texte et on l'a enregistré. Voilà, Ok. une chanson qui s'appelle Je voudrais vous revoir et qu'on avait intitulée On voudrait juste vous voir. Et voilà, et puis qu'on lui a envoyé. C'est dingue. Excellent. Ouais. Le culot, finalement, un truc qui revient, oser faire les choses qui... C'est pas Fondamental. normal. Fondamental. Oser, c'est pareil, ça aussi, on en parle beaucoup. Et puis en coaching, c'est la capacité d'oser, c'est la première étape du développement de la confiance en soi, en fait. Pour pouvoir essayer de faire quelque chose, il faut déjà avoir le courage d'oser. Si on n'ose pas faire quelque chose, on va se contenter, on va rester au même niveau, on va stagner. L'inverse, c'est vrai aussi, non? La confiance en soi, c'est aussi bien la cause que la conséquence d'oser, non? Alors, là, on va dans les théories. Moi, je prends le parti que je partage pour le coup, encore une fois, avec Pierre Gauthier. On en a parlé longtemps. Mais moi, je pars du principe que les étapes, c'est dans cet ordre-là. En tout cas, ça commence comme ça. Ça commence par oser sortir de sa zone de confort, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et puis après, la deuxième partie, c'est accepter de se gaufrer, parce que forcément, quand on fait un truc pour la première fois, on va se gaufrer, et même la deuxième fois, et probablement même la troisième fois. Et puis réessayer, ça c'est la troisième étape, c'est réessayer en utilisant ce qu'on a appris des erreurs, des échecs passés, et réoser, retenter. Et puis la confiance en soi, pour moi, c'est comme ça qu'elle se construit, quelle que soit la discipline, en fait, que ce soit dans la vie, par rapport à quelqu'un, dans des relations personnelles, ou entreprendre, lancer une boîte, ou j'en sais rien, tenter quelque chose de difficile, un geste technique très difficile, mais voilà, à un moment ou à un autre, améliorer ses compétences, ça passe par là pour moi. Écrire un livre. Écrire un livre, exactement. Tu viens de sortir un livre. Ouais, exactement. Tu nous en parler? Ouais, bien sûr. C'était, alors ça, c'était pas du tout un projet prémédité, hein, comme je te disais. J'ai reçu à la fin de l'année dernière, au mois de novembre, j'ai reçu un message privé sur Insta d'un monsieur qui s'appelle Florian Lafani, que je salue aussi, qui me met un message en m'expliquant qu'il suit mon parcours depuis quelques années, voilà, comme manager du team, et qu'il trouve que il aime mon approche de la psychologie, de la performance, et puis il me dit: est-ce que vous avez déjà pensé écrire un livre? Et puis bon, au moment où je reçois ça, j'étais pas en très très bon état physique, j'étais en train de me remettre d'une opération, je me dis, écrire un livre, ça me paraissait être une montagne, enfin un truc, je savais même pas par où commencer. Et puis bon, je regarde quand même son nom, et puis il se trouve que Florian, il est DG adjoint des éditions Michel Lafon, donc comme il me proposait un rendez-vous pour en discuter, j'ai dit, écoute, oui, par curiosité, on va en parler, hein. Évidemment, ça aurait été, je pense, présomptueux de dire non, ça m'intéresse pas, je crois.
Et puis voilà, et du coup il m'a expliqué, et il m'a expliqué ce que lui voyait, enfin un peu sa vision de ça. On a discuté de comment ça pourrait se développer, des différentes options qu'il y a d'écrire un livre. Moi je connaissais rien, j'avais jamais, je suis parti de zéro complet. Mais voilà, il m'a super bien expliqué, il m'a donné les options, j'ai pris celle de l'écrire moi-même, le livre, donc ils m'ont aidé, hein, j'ai été super bien accompagné avec une éditrice, Marion. Et puis voilà, et puis c'était comme, et puis on a lancé le truc, on a décidé donc, ça rentre dans la catégorie de développement personnel, mais je voulais pas que ça soit justement un truc trop sec, un peu dry, tu vois, et un peu boring de développement personnel. Et du coup, ce qui est né de ça, c'est que c'est un recueil d'anecdotes de ma vie, du poker et du sport, qui amène ensuite vers des concepts justement de développement personnel, de coaching, de performance, du mental, etc. Voilà. Et donc, qui vient de sortir, qui est sorti le 5 juin, là, donc il y a une dizaine de jours. Et voilà. Est-ce que tout est facile? On dirait que tout est facile. T'arrives, tu suis, des opportunités arrivent et ça marche. Qu'est-ce qui est encore dur pour toi? Qu'est-ce que tu trouves difficile? Oh, il y a plein de trucs qui sont durs pour moi, t'es fou, ça c'est sûr, mais non, je pense que c'est un apprentissage constant. Je travaille beaucoup sur moi, j'essaye de m'améliorer. Alors, ce qui est devenu plus facile avec le temps, effectivement, c'est justement cette capacité d'oser dont on parlait. Tu vois, ça a pas du tout été comme ça toute ma vie. J'étais notamment dans le tennis. Je pense qu'une grande partie de la raison pour laquelle j'ai pas une carrière meilleure que celle que j'ai eue, c'est que j'avais pas ce mindset-là d'oser. Pour moi, oser, c'était compliqué. J'avais besoin de me raccrocher à ce que je savais faire, de pas prendre de risques. C'était compliqué. Et puis, je pense que dans ma vie professionnelle, en tout cas, le fait j'ai fait des rencontres et puis c'est vrai que j'ai suivi le flow un peu. J'ai rencontré des gens, j'ai eu des opportunités, puis je me suis lancé. Puis la toute première fois, c'était vraiment un saut dans le vide, effectivement, de partir avec Elki en 2008. Ouais. Il y a eu un deuxième saut qui était de passer chez Winamax parce que voilà, ça se passait aussi très très bien avec Elki, que c'était aussi un gros changement. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'avec l'expérience, le temps qui passe, et puis aussi en coachant, et puis je veux dire, à un moment, c'est important d'être cohérent avec soi-même. Hein. Quand je parle avec des coachés, je leur explique que c'est important d'être capable d'oser si tu veux réussir. Bah, il faut commencer à se l'appliquer à soi-même, quoi. Tu vois, donc ouais, ça c'est devenu plus facile, ouais. En tout cas, je suis moins. Comme tout le monde, hein, je pense que je vais souvent être un peu intimidé au premier abord. Par exemple, le truc du livre, au début, je me suis dit, wow, ça c'est un truc je vais jamais savoir faire. J'ai d'ailleurs eu le syndrome de l'imposteur probablement pendant les 2-3 premières semaines de l'écriture parce que je me posais 1 milliard de questions. Mais je savais aussi que voilà, que j'allais, en continuant d'oser, en continuant de réfléchir, d'apprendre, j'allais faire des progrès. Et que de toute façon, j'allais arriver quelque part. Je sais pas si d'ailleurs, on verra si c'était bien ou pas. Mais voilà, donc du coup, voilà, le truc est sorti. Après, ouais, non, les trucs, ils sont pas faciles. Moi, je travaille encore beaucoup sur la gestion de mes émotions. C'est quelque chose qui a été aussi une problématique bon, heureusement de moins en moins aussi avec l'âge aidant, mais voilà, il y a encore des choses à vraiment améliorer. L'acceptation dont je parle dans mon livre, qui peut être parfois poser des problèmes, qui engendre notamment de la colère et des choses comme ça. Et ça représente pour toi, c'est quoi l'acceptation dans... L'acceptation, c'est la capacité. C'est aussi un domaine très large, mais l'acceptation pour moi, c'est d'accepter que on peut pas contrôler certaines. Il y a plein de choses qu'on peut pas contrôler. C'est ça l'acceptation. Donc ça veut dire si j'accepte quelque chose, j'accepte que je peux pas contrôler comment toi tu vas te comporter avec moi ou la prochaine question que tu vas me poser. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est ce que je vais choisir de répondre et comment je vais choisir de réagir. Et en fait, de manière beaucoup plus large, pour moi, c'est ça l'acceptation. C'est le stoïcisme, en fait. C'est le stoïcisme parce que ça permet finalement, quand on identifie toutes les choses sur lesquels on n'a pas de contrôle, donc comme le comportement des choses, des autres personnes ou des événements externes sur lesquels on a zéro prise, par la même occasion, on comprend aussi justement les choses qu'on peut contrôler, qui sont nos pensées, nos comportements, nos actions. Et moi, en tant que coach aujourd'hui, ça c'est vraiment pour moi le cœur de ce que je fais. C'est ça qui m'intéresse avec n'importe qui, c'est de savoir. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu vois ça, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour y arriver. Tout ce qui va se passer
hors de ça, tu dois te souvenir les débats qu'il y avait par rapport à la variance au début dans le Team Winamax, où voilà, je suis arrivé, c'est vrai, dans le domaine du poker et peut-être avec cette perspective qui était différente, ou en tout cas une époque où c'était pas assez mature, mais où j'entendais, pour moi, beaucoup trop parler de la variance, du coup de cul, du truc. Et puis moi, je disais, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi est-ce qu'on passe une seconde à parler de ça? Puisque de toute façon, le hasard et la variance, c'est la partie que vous contrôlez pas. La partie que vous contrôlez, c'est comment vous jouez, les informations que vous prenez et les décisions que vous prenez et ce que vous faites. Le reste, une fois que vous avez pris la décision, voilà. Donc pour moi, l'acceptation, c'est ça, c'est d'accepter que il y a des choses qu'on contrôle et il y en a qu'on contrôle pas. Et du coup, d'être capable de se focus sur ce qu'on contrôle, quoi. On revient sur la métaphore là pour le monde de l'entreprise, l'entrepreneuriat, parce que c'est exactement ça en fait. Le monde, on voudrait qu'il soit déterministe et qu'une action A engendre un résultat B. Et en fait, on est dans un monde chaotique où effectivement, si on fait tout le temps les bonnes choses, à la fin, on gagne. Mais en réalité, c'est très dur à tracer sur une décision à un moment. Pour moi, c'est plein de fois des erreurs qui amènent des bons résultats. On fait plein de fois des bonnes décisions qui amènent des mauvais résultats. Et je vais juste donner un exemple. Moi, ça m'a parlé parce que tu parles en termes de degrés. Donc, effectivement, quand tu rencontres les joueurs de poker, tu trouves qu'ils ont encore de la pollution dans leur raisonnement et qu'ils se focus sur des choses qui sont des pertes de temps et d'énergie. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, quand j'ai découvert les mondes pro et les gens du Team Winamax, ça a tout changé. On parlait plus jamais de chance, on parlait que de performance. Et donc, en fait, c'est des paliers. Et en fait, plus tu montes et plus tu vois des gens qui parlent de réflexion, qui sont dans l'acceptation, qui sont dans la performance. Plus tu descends et plus tu as des victimes qui expliquent pourquoi elles sont des victimes et s'enferment dans un schéma de victime. Et donc, c'était intéressant de voir qu'il y avait encore des paliers. Nous, on déposait de temps en temps. Ouais. Et du coup, on prenait quand même des claques de nos coachs. Non, on va pas besoin de déposer plus de 10 secondes, pas 5 minutes, 10 secondes et après, on passe à la suite. Exact. Et c'était hyper intéressant. Et le deuxième effet qui se coule, c'était que du coup, si on se focalise sur ce qu'on contrôle, quand on arrive, par exemple, à la 10e heure d'un tournoi de poker et qu'on a eu des montées, des bas, et puis après, on a un coup, vraiment pas de chance, on a piégé un joueur mauvais, il a fait le mauvais call, et finalement, il a touché sa carte miracle, et on a perdu 80% des jetons qu'on a montés depuis 4 jours. Mentalement, c'est assez difficile. Et ben, c'est là que c'est intéressant de se dire, je me suis bien préparé, je suis allé au sport ce matin, j'ai médité, et donc, c'est maintenant que je vais montrer la différence et c'est maintenant que je vais montrer la valeur de mon travail et de se focaliser sur continuer à regarder les tels, continuer à observer qui est stressé, rien leur lâcher pour pas leur montrer que t'es devenu une cible facile. Voilà, c'est dans ce moment-là, je trouvais de se dire, ok, j'ai fait ce que j'avais à faire pour contrôler le max, donc je suis serein, même s'il y a le destin qui arrive. Ça marchait pas tout le temps, hein, mais je trouvais que c'était un outil pour garder son calme et je trouve aujourd'hui, entre la géopolitique, l'intelligence artificielle, les crises, je trouve se dire, moi je fais ce que j'ai à faire. Après, le reste suivra. Ouais. C'est une super philosophie. Quand bien même, ça serait pas tout à fait vrai. Quand bien même, on contrôle pas tout. En tout cas, c'est le remède contre la victimisation de soi qui est le début de la fin. Ouais, c'est clair. Et je pense que je rajoute dans ça, quand on est vraiment sur un domaine de performance, où on cherche de la performance, qui est le cas pour n'importe quelle entreprise. En tout cas, je suppose que quelqu'un qui démarre une entreprise, il a envie de performer, mais si on ramène ça juste au sport, je pense que la métaphore, elle est vraiment très puissante parce que les grands champions, ils ont cette faculté d'acceptation. Quoi qu'il arrive, ce que ça permet de faire, en fait, d'être dans cette acceptation, c'est de pouvoir s'adapter ultra vite, en fait. C'est-à-dire que tu regardes la finale de Roland, où tu regardes des fois, il se passe des trucs pendant un match de foot, il y a un poteau, une erreur d'arbitrage, un truc comme ça. Si les grands champions, ils sont prêts à n'importe quel scénario, en fait. Et ce que ça leur permet de faire, c'est que quand le scénario se produit, plutôt que de rester à ressasser le truc, à se dire, oh là, mais putain, cette erreur d'arbitrage, elle me coûte une fortune ou machin, tout de suite, hop, ils se réadaptent, ils réactualisent. Et c'est la même chose que tu dis par rapport au poker. Tu vois, si tu perds une énorme partie de ton stack, bah, t'as deux choix. C'est soit tu te dis, oh là là, et puis tu vas en parler pendant 20 minutes et t'as des grandes chances maintenant de mal jouer, de faire une erreur dans les minutes qui vont suivre parce que ça te prend la tête. Ou alors tu te dis, bon, bah, ok, alors maintenant j'ai combien? Et comme tu l'as très bien décrit, voilà, maintenant, bah, c'est avec ce stack-là que je dois travailler. J'ai toujours ces adversaires et comment je me réajuste. Et cette capacité d'adaptation, ça, c'est vraiment le mindset des champions de l'excellence. C'est ça que ça permet de faire, en fait, quand on est capable d'accepter les choses rapidement. Et ça inspire autour. Alors, au poker, ça voulait dire quand je me voyais subir des choses de l'extérieur, tous les autres disent, on se dit, quand on voit un joueur se prendre des trucs pas possibles, le pauvre, il doit être énervé ou ha ha ha. Enfin, mais en tout cas, on ressent quelque chose pour lui. Et quand il me voit à la place, juste ranger mes cartes tranquillement, continuer à me concentrer, rigoler si j'étais en train de rigoler, ou observer si j'étais en train d'observer, et faire comme si de rien n'était. Il y a un petit truc dans leur creux de la tête, genre, ouah, lui, il est trop fort. Ah bah, et en fait,
ça crée quelque chose qui protège en fait la suite. Et je pense pareil dans les boîtes qui sont en réussite ou en difficulté, quand on voit des patrons ou des patronnes charismatiques qui font face à la tempête, ça donne envie à tous les employés de continuer. Donc voilà, enfin je pense que ce côté-là, il est bon pour soi et il est bon aussi pour... Inspiré. Ça crée des opportunités. Si autour de soi, les autres sont inspirés par votre comportement, ça change les options qui vont se proposer derrière. Il y a de la magie, je me souviens très bien, l'avant et l'après, dans mon adolescence, quand j'ai compris que la paix arrivait avec ce que tu appelles l'acceptation, que moi, une des branches du stoïcisme, tu n'as pas à t'indigner de l'injustice de l'univers envers toi-même. Tu peux t'indigner pour l'injustice pour les autres, bien sûr, mais quand ça te concerne toi, l'univers ne te doit rien. Quand tu as compris ça, entre le manque de paix d'esprit que j'ai vécu jusque-là dans ma vie et après, ça n'a plus rien à voir. Je suis pas la même personne du tout que avant ce jour que je me souviendrai toujours. L'univers me doit rien. J'ai fait les bonnes choses, c'est pas tombé. J'ai fait les mauvaises choses, c'est bien tombé. Mais voilà, c'est exactement une part de hasard, je l'accepte. Absolument. Depuis, je suis d'une sérénité que je me connaissais pas avant. Ouais, disons que on peut pas. Pour moi, c'est comme ça que je l'aborde dans le livre, c'est que accepter, c'est déjà accepter et le passé. Ça veut dire c'est passé, on peut plus le changer. Hein. Je veux dire, tu t'es pris un bad beat ou t'as fait une erreur, t'as fait un mauvais choix et tout, et puis t'en es là où t'en es. Donc le passé et le présent, tu peux pas, c'est là, c'est comme ça. Le futur, on sait pas comment ça va être. Comme tu dis très bien, l'univers ne nous doit rien. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est la décision qu'on va prendre maintenant et qu'est-ce qu'on va décider de faire maintenant. Et là où je te rejoins aussi, c'est que je crois aussi que sur le long terme, plus tu prends des bonnes décisions, statistiquement, plus tu vas tendre vers quelque chose qui se rapproche de ce que tu essayes d'atteindre. Si à chaque fois que tu as une décision, tu en prends une bonne, une mauvaise ou une bonne et deux mauvaises, bon, ça va être un peu plus chaotique. Tu vas peut-être y arriver par hasard. Par contre, je pense qu'effectivement, c'est un peu la loi des grands nombres. Si, avec vraiment une certaine constance, tu prends 70% du temps la meilleure décision possible, c'est comme du poker. Au bout d'un moment, ça devrait théoriquement arriver, se rapprocher de ton objectif. Ouais. Alors, on a un petit rituel chez Root. On a besoin pour les questions qui suivent de te faire retourner en enfance. Pour cela, Nicolas t'a préparé un petit tour de magie. Pour me faire retourner en enfance. Peut-être. Ok. C'est le défi. Ok. Je vais te proposer une petite expérience. Je vais essayer de te faire sentir ce que c'est. Je carte tout le temps. Non, t'inquiète pas. Ça ne fait pas mal, normalement. Très bien. Je vais te proposer de ressentir ce que c'est de faire de la magie justement à quelqu'un d'autre. Parce que faire de la magie, c'est à la fois plus dur et plus facile que ce qu'on croit. Et donc on va essayer de le vivre et pas de le raconter. Et je vais te le faire vivre. Tu vas choisir une carte, celle que tu veux. Tu vas la montrer à la caméra et par moi. Okay. C'est bon ? Ouais. Voilà. Et tu me dis stop quand tu vas la remettre. Stop. Stop ici ? Voilà. Tout le monde s'en souvient, tout le monde l'a vu. Ok, donc là, l'idée, c'est que c'est pas moi qui vais la retrouver, c'est toi qui vas la retrouver. Tu sais mélanger un paquet. T'as assez joué avec des paquets de cartes. Tiens, je te laisse mélanger. Je le mélange, mais comme je veux. Comme tu veux, ouais. L'important, c'est que tu saches pas où est ta carte. Ok. Voilà. Et après, tu peux juste le remettre dans la boîte. Je vais te laisser le remettre dans la boîte et derrière ton dos. Et c'est toi qui vas tout faire. Et je la mets, ouais, moi, c'est peinard, c'est toi qui fais tout. Ok. C'est tout. C'est bon ? Ouais. Donc maintenant, on va voir si la magie, c'est plus facile ou plus dur que ce qu'on croit. Tu vas aller derrière ton dos avec ta main et tu vas sortir une carte au hasard et tu vas l'amener devant. N'importe quelle carte de... Sans regarder, okay. Ouais. Tu peux le faire derrière ton dos pour qu'on vérifie que tu triches pas. Et donc là, statistiquement, tu dois avoir à peu près une chance sur 52. A priori, ouais. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Ok. C'était quoi ta carte ? Le 8 de carreau. 8 de carreau. Ah, qu'est-ce que c'est ? 10 de trèfle. C'est pas du tout ta carte. On va recommencer, mais cette fois-ci, tu vas appuyer fort dessus, de manière à ce que la carte soit sandwichée, d'accord ? Donc tu vas mettre une main au-dessus, une main en dessous. Voilà, comme ça. Et tu vas te concentrer à nouveau, et comme je te disais tout à l'heure, la magie, c'est à la fois plus dur et plus facile que ce qu'on croit. Ok. Elle est très belle. Bravo. Bravo. Rien à dire. À part bravo. Merci. Très impressionnant. Ah, c'est bien le 8 de carreau. Ouais, y a pas de confirmation, il n'y a pas de doute. C'était un 10 de trèfle à une époque. À une époque.
Voilà, et du coup, ça m'invite à te poser la question. Quand tu as eu tes rêves d'enfant, tu pouvais pas forcément imaginer la carrière que tu as choisie. Qu'est-ce clair. qu'il en penserait, le petit Stéphane Matteux, à 10 ans, si on lui avait dit la suite? Alors ça, c'est marrant parce que justement, ça a été une des questions que je me suis posée en écrivant le livre, parce que il y a un côté un peu justement thérapie de ça où j'étais obligé de repartir loin pour expliquer pourquoi, même moi, comprendre des fois pourquoi je réfléchissais d'une certaine manière par rapport à certains concepts. Mais le Stéphane qui avait 10 ans, son rêve, c'était d'être un immense champion de tennis, numéro 1 mondial. J'avais des ambitions pas très normales, mais je voulais être le meilleur joueur du monde. Je voulais marquer l'histoire du tennis. Et bon, c'est sûr que ça, maintenant, j'ai bien revérifié ça. Celui-là, il est pas passé. Mais non, par contre, je pense qu'il serait quand même assez fier. Après, je sais qu'aujourd'hui, et ça, c'est une des prises de conscience que j'ai eues justement en écrivant le livre, et puis avec les activités que j'ai là depuis 2 ans, où je me tourne de plus en plus vers le coaching. Ça fait longtemps que j'en fais, mais là, je me tourne de plus en plus vers la formation. Je fais de la formation en management, et puis vers le partage. Aujourd'hui, je pense à une étape de ma vie où ça devient important de partager, de transmettre l'expérience que j'ai accumulée, les choses que j'ai apprises, et voilà, et où je tire vachement je m'épanouis énormément quand je sens, même si c'est qu'un tout petit peu, que je peux aider un peu des gens à être un peu mieux dans leur vie, un peu plus performants, ou à débloquer un ou deux trucs à droite à gauche. Ça, c'est une vraie, c'est un truc qui est génial. C'est pour ça que c'était le fait d'écrire un livre, c'est génial, parce que d'une certaine manière, bah, tu donnes accès, au moins tu dis voilà ce que je pense, et puis bah, ça peut-être aider des gens qui vont tomber dessus, qui vont le lire, et ça pourra peut-être leur apporter quelque chose. Donc non, je pense que je serais assez content, et en même temps, je pense que quand t'as 10 ans, tu te projettes pas du tout enfin, tu vois, dans la peau d'un mec de 52 ans, voilà, et puis encore moins avec le parcours que j'ai eu, qui est quand même très atypique, quoi. Et alors, comment tu vis le fait, quand t'as la trentaine, de passer de vouloir être une star internationale et la lumière sur toi, à l'homme de l'ombre qui est à la racine de toutes les réussites, mais qui n'a pas la lumière? Alors ça, c'est un truc c'est une super question que je me suis longuement posée quand j'ai fait ma propre thérapie. Ça, c'était il y a longtemps. J'ai fait une analyse complète, et en fait, je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je voulais être un champion de tennis, c'était justement pas forcément pour être dans la lumière. Okay. Mais c'était moi, à l'époque, mon rêve ultime, c'était de pouvoir mettre ma famille à l'abri, de pouvoir être le mec qui allait tu vois, pouvoir matériellement mettre à l'abri tous les gens que j'aimais, bon, à commencer évidemment par ma famille. Mes parents, ils ont eu pas mal de difficultés financières à l'époque où je jouais au tennis et tout ça, et donc finalement, le truc du regard, d'être un peu le centre de l'attention, je me suis jamais trop retrouvé dans ce truc-là, quoi. Je m'épanouissais beaucoup plus, même quand j'étais joueur d'ailleurs, à coordonner les choses, à organiser. Par exemple, quand on avait les matchs par équipe de tennis, les interclubs, ça c'était le highlight. J'étais toujours un peu le capitaine du truc. J'adorais ça, organiser les événements et tout ça. Et je me suis rendu compte après que finalement un peu par hasard, quand j'ai arrêté de jouer, puis j'ai commencé à coacher pour payer mes études, c'est là que j'ai commencé à me dire, bah, tiens, en fait, je prends vachement de plaisir à faire ça. C'est hyper gratifiant d'accompagner quelqu'un, de le voir évoluer, de l'aider à débloquer des trucs. Et donc, ma vraie vocation, finalement, je pense qu'au fond, elle était peut-être un peu déjà là, qui était que j'étais plus tourné finalement vers l'autre. Je m'en rendais pas compte. Et finalement, c'est ça qui s'est un petit peu joué, quoi. C'est ce qui est assez... je sais pas si c'est ironique ou pas, mais finalement, c'est vraiment longtemps après avoir arrêté le tennis, je me suis dit, en fait, je jouais pas au tennis. Et peut-être que c'est une des explications pour lesquelles j'ai pas été meilleur aussi, parce qu'en fait, le truc d'accomplissement juste pour moi, il est important, hein, dans la liberté dont j'ai parlé avant.
Mais par contre, là où vraiment je tire vraiment beaucoup de satisfaction et où je m'épanouis, c'est quand j'arrive à aider les autres. Ouais. Est-ce que c'est la marque des grands champions d'être un peu égocentré, de vouloir la lumière? Est-ce que c'est un motivateur? Je pense que les très grands champions, ils ont besoin à un moment d'être très égocentrés, ouais. Et bon, alors je dis pas que c'est la seule raison pour laquelle j'ai pas été plus fort. Il y a plein d'autres trucs. Il y avait plein de trucs que j'avais pas compris. Il y avait plein de décisions qui étaient à côté de la plaque et tout ça. Mais je pense effectivement, j'étais peut-être pas assez centré sur moi-même pour vraiment me donner tous les moyens d'aller vers cet objectif-là. Ouais. Ouais, je sais qu'il y avait un débat à l'époque du poker qui était assez intéressant sur comment tu vis la défaite, par exemple. Beaucoup de champions disent que la défaite est insupportable. Et d'autres, non, en réalité. Il n'y a pas de règle, finalement, mais... Moi, je le traite... Ça est très, très... Je le traite dans l'acceptation, ça. Pour moi, les grands champions, alors, quand je parle de grands champions, on parle les tops, quoi. Federer, Messi, Ronaldo. Pour moi, les grands champions, ils acceptent de perdre. Djoko, il pète la raquette. Il pète la raquette, mais il accepte. Il serre la main des mecs et il passe à autre chose. Mais accepter, ça veut pas dire se résigner. Non, mais c'est ça. Ça peut prendre du temps. Et ça veut pas dire se résigner. Ça veut pas dire être indifférent. Ça veut dire, ok, j'accepte. Le seul truc qu'ils acceptent pas, les très grands champions que j'étudie depuis 25 ans, c'est de pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est le seul truc où ils sont intransigeants avec eux-mêmes. C'est de se dire, quoi qu'il arrive, là, quand je vais avoir fini mon match, quel que soit le sport, quelle que soit la discipline, j'ai fait le mieux que je pouvais faire. Mais que ça, quand c'est acquis, bah, des fois je vais gagner, des fois je vais perdre. Je veux dire, au tennis, il y a qu'un seul vainqueur à chaque fois. Au foot, il y a qu'une équipe qui gagne. Et les grands champions, pour moi, ils acceptent. Mais ça veut pas dire qu'ils s'en foutent. Ça veut pas dire qu'ils sont indifférents. Ça veut dire, ok, j'accepte. Mais qu'est-ce que j'ai appris de cette défaite? Qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Et puis, bah, rendez-vous la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, on va se rejouer. Et puis, ça va être encore un autre truc. Et je vais réessayer. Et je vais donner le meilleur de moi-même, ouais. C'est un peu ça encore une fois, hein, ça reste ma philosophie. Je dis pas que. Je suis assez d'accord. Et même à Roland, on voit même d'autres éléments. On sent que c'est des discours qui ont été réfléchis, travaillés, ressassés, des mantras qui aident. Où il disait carrément, c'est grâce à Sinner que je suis devenu aussi fort. Bien sûr. Donc réaliser qu'on a besoin de l'adversaire et que l'adversaire c'est ton moteur. Federer avait dit pareil. Le Big Three, là, les trois, la Federer, Djoko, Nadal, ils ont dit ça pendant 15 ans. Ils ont dit c'est grâce aux uns et aux autres qu'ils ont amené le tennis vers un niveau tel qu'il a été. Sinner, là, en parlant d'acceptation, il a été fabuleux après la finale de Roland parce que donc il a ses 3 balles de match. Il y en a quand même 2 où il a faibli mentalement pour moi. Hein. Franchement, il a fait 2 fautes qu'il a pas faites le reste du match et où clairement il était dans la retenue, il a pas osé aller le chercher. Alcaraz, lui, est allé le chercher. Mais justement, sur ce match-là, la déclaration de Sinner que j'ai lu hier, là, il dit, bah, en fait, j'ai 2 choix. Soit je peux me dire, ah bah ouais, j'ai eu 3 balles de match et j'ai mené, et j'ai eu un nombre d'occasions incroyable et je suis passé à côté de Roland Garros. Ou alors, je peux me dire, j'ai joué un niveau de jeu incroyable. Je suis arrivé jusque-là à me mettre en position de gagner le match. J'ai joué le meilleur tennis que j'ai jamais joué sur terre battue de ma vie. Et j'ai tenu pendant 5h30 de concentration intense comme ça. Et moi, je choisis de penser à ça. Et ça, c'est l'acceptation. Ça veut dire que la défaite, elle a eu lieu. De toute façon, ça sera, on pourra pas revenir dessus. C'est Alcaraz qui a gagné et lui, il a perdu. Par contre, il en a tiré des trucs ultra positifs de ça. À la place, il se dit pour me battre, il faut un extraterrestre. Mais c'est ça. Et puis attends, et puis quand ils vont se rejouer la prochaine fois en finale 2, je peux te dire qu'il va lui proposer encore un truc, il va falloir aussi qu'il le batte encore. Enfin, tu vois. Et pour moi, c'est ça l'acceptation. Ça veut pas dire, bien sûr, qu'ils aiment perdre. Évidemment, un champion, c'est un compétiteur, il veut gagner, on n'aime pas perdre. Ça, c'est ok. Mais on accepte de perdre. Et ça, c'est une vraie, je pense, idée préconçue qu'ont beaucoup de gens, tu vois, les champions, ils détestent défaite, il faut aimer gagner plus qu'on déteste, il faut détester perdre plus qu'on aime gagner. C'est pour moi, ça, c'est du bullshit, ça. C'est non, tu peux, je veux dire, si t'as fait le mieux que tu pouvais, que tu peux pas jouer mieux, là, à l'instant T, de quoi évidemment que tu vas accepter la défaite, tu peux rien faire de plus. Par contre, tu peux utiliser ça, te dire, tiens, je vais travailler là-dessus, je peux encore m'améliorer là-dessus, je peux lui proposer ça la prochaine fois, et voilà. Et là, il faut qu'il fasse travailler le matin quand tout le monde est fatigué et a envie de dormir, mais il faut pas qu'il rende malheureux pendant une semaine après. Exactement. Ça, c'est la théorie, c'est bien joli, Stéphane, mais est-ce que tu as un conseil pratique pour nous? On en parle beaucoup avec Nico. C'est vrai au poker, c'est vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai tout le temps. On devrait s'inscrire pour le prochain Roland Garros, là, on a pile un an pour s'entraîner. Comment tu fais pour pas t'en foutre, mais que quand tu perds, t'es pas dévasté? Comment c'est quoi concrètement la technique? Parce que moi, je sais que les tournois où j'ai dit, allez, j'en ai marre de me rendre la vie infernale à cause de la variance, j'y vais en dilettante, ça marche pas. Quand je donne ma vie à chaque main, à chaque coup,
ça marche mieux, mais quand tu prends le bad beat, ta vie est infernale pendant 24 heures, tu es roulé en boule sous la douche, en train de pleurer tout seul, ça marche pas non plus. Un start-upper qui peut être dans la souffrance, d'essayer de faire monter son biz tous les jours, de trouver des solutions non-stop. Alors, il y a plusieurs trucs. Le premier, effectivement, pour moi, on est sur un mélange d'acceptation, de remise en question et de gestion des émotions. Quand on perd quelque chose, l'émotion qui vient, qui est liée à la perte de quoi que ce soit, c'est la tristesse. C'est naturel, c'est humain. Tous les êtres humains qui sont normalement constitués, quand ils perdent quelque chose ou qu'ils perdent quelqu'un, qu'ils perdent un contrat, qu'ils perdent un pot au poker, qu'ils perdent un match de tennis, ça engendre de la tristesse. C'est l'émotion primaire que ressentent tous les êtres humains. Donc ça, c'est le premier truc, c'est de comprendre ça. Déjà, de comprendre que c'est normal d'être triste quand on a perdu quelque chose. C'est normal. Et plutôt que d'y résister, de se dire « Ah ben non, mais sois pas triste et tout », ben non, c'est OK. Évidemment que t'es triste, tu viens de perdre quelque chose qui était important pour toi, tu te projetais, tout ça. Donc, il y a ce truc-là. Ensuite, l'acceptation, c'est ben maintenant que c'est fait. Est-ce que tu peux le changer? Donc, des fois, la réponse, c'est « Oui, j'aurais pu faire ça différemment, je peux en apprendre. Ça, la prochaine fois, je ferai différemment. » Ça, c'est top, ça permet de s'améliorer. Des fois, la réponse est « Non, je pouvais rien faire de plus. » Des fois, c'est un événement externe, tu parles de la géopolitique, des trucs où il se passe un truc externe, une crise économique, et non, on pouvait rien faire de plus. Quand c'est comme ça, déjà, ça peut aider à atténuer un petit peu, tu vois, tout ce processus, parce que le problème de souvent par rapport à la défaite, et quand déjà aussi déconstruire un peu ce truc de il faut détester perdre. Tu vois, tu peux le regarder différemment. Nelson Mandela, il a dit, moi, je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Tu vois, c'est une façon de le voir, c'est une façon de relativiser, de dédramatiser une défaite, une erreur, un échec, et surtout, en revenant à ce qu'on disait avant, qui est qu'est-ce que je contrôle moi, du coup, qu'est-ce que je peux en faire de ce truc-là? Est-ce que moi, j'avais quand même une responsabilité dans cet outcome-là? Est-ce que j'aurais pu changer quelque chose? Si oui, je réfléchis et puis je vais mettre ça en place la prochaine fois. Ça va peut-être pas marcher non plus, mais à force d'essayer, on va arriver à quelque chose qui va marcher. Et puis, sinon, move on. Après, j'ai soit le choix, comme tu dis, d'être une victime, soit je me dis, moi je vais faire ça, je vais mettre ça en place la prochaine fois, quoi. C'est intéressant ce que tu dis sur l'acceptation, parce que c'est le seul état dans lequel tu peux te remettre en cause raisonnablement. Chez CoPoker, on voit aussi des gens qui ont... Effectivement, des fois, il y a des séries, et on n'a pas de chance. Et donc, on va dérégler son jeu pour essayer de changer quelque chose, alors qu'il faut pas. Donc, exactement. Il y a que dans l'état mental du calme qu'on peut faire la complètement sur ce qui est vraiment une ça erreur. Permet d'être lucide, t'as raison. Et en fait, c'est un monde chaotique, et donc des fois, on fait bien et on perd, et c'est OK. Ouais. Toi qui as vu énormément de performeurs toute ta vie, tu les as collés au maillot, t'en as été un. À part l'acceptation et un peu égocentré, qui sont deux caractéristiques que tu as l'air de dire que tu retrouves chez les champions, c'est quoi les autres recettes? Comment on devient un grand champion? Je pense la recette, c'est un peu, on en parlait tout à l'heure, pour moi, c'est le dernier chapitre de mon livre, c'est ce que j'appelle l'excellence. Et l'excellence, c'est pas une recette, c'est un état d'esprit, en fait. C'est juste un mindset. Et pour moi, il se résume d'une manière très simple, en fait, en une phrase. C'est l'excellence, c'est avoir envie de s'améliorer en permanence. C'est aussi simple que ça, en fait. Pour moi, les grands champions, ceux que j'étudie, moi, que je considère comme les maîtres de leur discipline, mais ça peut être vrai dans le sport ou dans le business, dans l'art, des musiciens, des peintres et tout ça. Ceux qui marquent vraiment leur discipline, c'est des personnes qui, en fait, toute leur carrière, ils font que progresser. Alors, quand c'est dans des domaines compétitifs, en plus de ça, ils progressent mieux et plus vite que les autres. Mais quand c'est dans un domaine artistique ou business, chaque événement, chaque chose qui se passe, ils l'utilisent comme un moyen de s'améliorer. Ils apprennent, ils cherchent des infos, ils apprennent, ils cherchent des infos. Et pour moi, c'est ça la vraie clé, à mon avis. Et ça s'applique, c'est transversal dans la vie. Enfin, je veux dire, moi, j'ai eu la chance, effectivement, c'est un peu ça qui est cool dans mon parcours, c'est que j'ai croisé plein de grands champions, vraiment des maîtres, des gens qui ont été incroyablement forts Et ça, ce point-là, il est commun, mais alors j'en ai pas trouvé un qui avait pas cet état d'esprit de se dire mais comment je peux m'améliorer, comment je peux être un peu meilleur, comment je peux m'améliorer. Et ça, c'est hyper important à deux niveaux, en individu et en collectif. Bien sûr. C'est ce que tu as fait à Team Winamax. T'es arrivé, t'as mis en place les conditions pour qu'on cherche à s'améliorer. Des fois, dans des endroits où on avait des aires d'aveugle, enfin des blind spots, quand on cherchait à s'améliorer, mais pas aux bons endroits uniquement. Ouais. Et nous, en tant qu'organisation, c'est ça qu'on fait beaucoup avec les dirigeants aussi. C'est-à-dire comment vous pouvez continuer à vous améliorer et comment vous créez les conditions quand tout le monde est en train de travailler de 8h à 18h et qu'il n'y a pas le temps, en fait, de s'améliorer. Il n'y a que le temps de faire. En fait, on stagne et on prend des risques. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à rééquilibrer les temps de travail et les temps de progression.
Ouais, qui sont pas toujours les mêmes temps. Ouais, et c'est compliqué quand on est sur une dynamique de groupe aussi. C'est quand même plus compliqué. Alors, le team Winamax, on a réussi à construire ce truc-là, même si ça reste quand même une discipline individuelle. C'est-à-dire, c'est des joueurs, mais qui quand même continuent de performer pour eux-mêmes. Dans une organisation, là où ça devient plus complexe, c'est qu'on essaye d'avoir un groupe de gens vers un objectif commun. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver, je pense, au sein de cet objectif commun, les objectifs de chaque personne aussi, arriver à identifier ça pour les personnes, leurs valeurs, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui leur donne envie d'y aller, et effectivement et petit à petit, si on arrive à instiller cette envie, finalement de progresser, c'est juste ça, hein, pour moi, vraiment l'excellence, c'est l'envie de progresser, c'est l'envie de se dire, et c'est pas du doute, c'est important aussi de faire le distinguo, c'est de la remise en question, mais c'est pas du doute. Je veux dire, on peut avoir une grande confiance en soi, en ce qu'on fait, et en même temps se remettre en question beaucoup. C'est vachement sain. Je pense que c'est même hyper utile. Je pense que quand on arrête de se remettre en question, c'est que il faut qu'on fasse autre chose, quoi. Tu vois, c'est soit qu'on est devenu con, soit que moi j'ai pas rencontré quelqu'un qui avait tout compris à tout, à n'importe quelle discipline. Je veux dire, ceux qui vraiment, tant qu'on se pose des questions, c'est sain, tant qu'on a envie de progresser. Je trouve ça passionnant. Pour moi, l'excellence, c'était ne pas se tromper, pas faire d'erreurs. Et non. C'est ça, les gens excellents. Et en fait, et c'est pour ça que j'avais du mal avec ce concept. Et en fait, ce que tu dis, c'est, l'excellence, c'est, moi, l'échec a été mon maître toute ma vie. J'ai fait que des trucs plus durs que mon niveau tout le temps. C'est comme ça que j'ai réussi à me motiver à toujours faire autre chose et à trouver une certaine confiance en moi. Et donc là, ce que tu dis, ça vient de me réconcilier avec mon parcours et le mot excellence. Qu'en fait, chercher à progresser, c'est... Et alors, pour aller encore plus loin là-dedans, et c'est vachement important, c'est que l'excellence, ça passe par faire plein d'erreurs. Bah oui. C'est génial de faire des erreurs. C'est super bien, c'est fondamental de faire des erreurs. Et là, on reparle de l'acceptation, c'est par rapport à la confiance en soi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est super de faire des erreurs, à condition d'en apprendre quelque chose. Parce que si on fait une erreur une fois, ok, bon, on essaye d'analyser, on la refait une deuxième fois, c'est ok, mais si on l'a fait une troisième fois, alors là, ça devient un choix. Ça, c'était Pierre Calamusa qui avait dit ça, j'avais adoré, un des joueurs du team Winamax. Il a dit faire une erreur 2 fois, c'est une erreur, mais la troisième fois, ça devient un choix. Mais par contre, le mindset d'excellence, c'est de dire, j'ai fait une erreur. Ok, c'est super. En fait, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que ça va m'apprendre, cette erreur? Comment je vais utiliser ça pour progresser? Et si tu regardes juste ton propre parcours, que tu connais mieux que moi, chaque truc que tu as réussi à décrocher et chaque niveau de compétence supérieur, tu l'as atteint. Pourquoi? Parce que tu as fait des milliers d'erreurs à chaque stade. Ouais. Et puis jusqu'au moment où, à force de réessayer en utilisant les infos, hop, tu as réussi à débloquer. Et après, tu as eu le courage d'essayer le truc plus dur en faisant plein d'erreurs. Et puis ultimement, c'est comme ça qu'on progresse, quoi. Ouais, on te passera de l'autre côté du micro, sur le chess, un de ces quatre, pour que tu nous dissèques tout ça. On s'approche de la fin. Oui. Comment tu veux clôturer, mon cher Pedro? Eh bien, écoute, on a une petite session de clôture. Imagine que t'es 90 secondes seul avec un joueur ou une joueuse en train de douter à Vegas. Ok. Tu lui dirais quoi? Je vais lui poser une question. Je vais le ramener ou la ramener vers pourquoi est-ce que tu joues au poker? Pourquoi est-ce que tu joues au poker? Qu'est-ce qui te motive quand tu joues au poker et pourquoi tu fais ça? Généralement, le joueur ou la joueuse va me parler de ses valeurs, ses vraies valeurs. Alors ça peut être, je sais pas, c'était pourquoi tu joues au poker, toi, Nico? Je joue plus. Ouais, quand tu jouais. Qu'est-ce que ça t'apportait de jouer au poker? Le défi de contrôler le hasard, j'aimais bien. Et puis la liberté. Et la liberté. Donc là, avec Nico, j'aurais travaillé sur la liberté, parce que souvent c'était ça, et c'est vrai pour beaucoup de joueurs, c'est pas du tout un truc universel, mais pour beaucoup d'entrepreneurs. Et du coup, je ramène la personne vers ça, parce que je lui dis, oui, mais donc ça, si c'est ça ta valeur principale, c'est ça ta motivation, elle est là, ta source de motivation, c'est ça ton moteur, tu fais ça parce que tu as cette envie, cette pulsion de liberté, et ça passe par là. Pourquoi? Juste se souvenir pourquoi on fait ce qu'on fait quand c'est dur, c'est vachement important. Et c'est là parfois aussi qu'on peut identifier quand quelque chose ne fait plus de sens aussi. Ça m'est arrivé aussi avec des personnes que je coachais, que d'un coup ils se rendent compte que finalement, il sait pas répondre. Ouais, et finalement ça m'apporte plus quelque chose d'assez motivant. Ouais. Mais tant que la liberté, ça fait partie de tes valeurs fondamentales et que c'est pour ça que tu fais ce que tu fais, que ce soit être jouer au poker, être entrepreneur, alors du coup tu vas être plus enclin à accepter les difficultés du quotidien. Tu vois, tu reviens vers ce truc-là, ouais, ça va passer au poker. Des fois, tu te prends des downswings, des fois, ça dure des mois, et tu fais du mieux que tu peux, et puis ça vient pas. Mais ultimement, qu'est-ce que ça t'apporte de jouer au poker? La liberté. Du coup, prochain coup que tu vas t'asseoir à la table, pense à ça, parce que c'est pour ça que tu joues au poker. Tu vois. Et généralement, ça redonne un petit boost. Ça réveille un peu la motivation. Excellent.
J'espère que les entrepreneurs peuvent faire des parallèles. Normalement, c'est vrai que c'est assez, c'est assez proche quand même. Dans la souffrance, moi je me souviens, Pierre Gauthier disait, quand tu disais, on se victimise et donc on se dit, il faut que j'aille me rasseoir alors que je suis fatigué ou j'ai plus envie parce que là je suis dégoûté, je sais pas quoi. Et il disait, transforme juste la phrase en je choisis de me rasseoir. Exactement. Voilà, et donc la liberté. Et tu peux rajouter, je choisis de me rasseoir parce que c'est pour ça que je fais ça. Je choisis de rasseoir parce que c'est ça qui me procure ma liberté. Se rappeler pourquoi on est là, c'est la première antidote pour revenir dans un état mental correct. Ouais. Et du coup, si on devait garder qu'une seule chose de cet épisode, une seule chose de toi, comment tu voudrais conclure ? Qu'est-ce que les gens doivent retenir de Stéphane Matteux ? Le 8 de carreau, j'ai envie de te dire. Ah, ça t'a plu ? Alors, ça me fait plaisir. Non, écoute, je sais pas. Ce qu'on me souhaite pour l'année à venir ? Continuer de, moi, je kiffe, par exemple, tu vois, moi, je suis aligné complet avec mes valeurs de curiosité, d'accomplissement, de liberté. Et, voilà, on peut me souhaiter juste que ça continue comme ça, quoi, je sais pas ce qui va s'écrire après, mais, voilà, le chemin, il est dingue, il est beau, il fluctue. Mais là, en ce moment, il est magnifique. Ça perf dans tous les sens. Donc, voilà, ça sera pas tout le temps comme ça, mais tant que moi je m'y retrouve autant avec mes valeurs et ce que j'aime faire et ma motivation, c'est ça qu'on peut me souhaiter. Ouais. Voilà, c'était Stéphane Matteux, donc coach du team Winamax, qui nous a montré comment finalement la recherche de performance pouvait être quelque chose qui était pour soi et pour les autres, et comment on pouvait, même dans un jeu très individuel comme peut l'être le monde de l'entreprise, réaliser que les choses sont réalisées à plusieurs. Et nous donner des valeurs très belles sur l'acceptation. J'ai bien aimé le fait qu'on puisse casser beaucoup de mythes, comme la défaite doit être insupportable, et trouver cet équilibre entre performance et vie heureuse et vie en phase avec ses valeurs. Merci Stéphane. Merci à vous les gars, c'était un plaisir.